Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Niger, l'Alliance des États du Sahel condamne l'attaque contre l'aéroport international de Niamey, ravivant les inquiétudes de sécurité de la région ouest africaine. En Ukraine, au moins 15 morts dans une attaque de drone russe contre un bus civil, alors que des pourparlers de paix sont annoncés. Et puis aux États-Unis, forte tension à Minneapolis après les opérations de la police de l'immigration lisses sur fond de manifestations et de vives critiques contre la politique migratoire américaine. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal en Afrique de l'Ouest. Au Niger, les États du Sahel ont condamné l'attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier contre la base aérienne 101 et l'aéroport international Diori Amani de Niamey, revendiqué par le groupe État islamique. Une attaque visant des infrastructures stratégiques qui relance les inquiétudes sécuritaires dans la région sahélienne, suivie de près par les pays voisins. Plus de détails dans cet élément. L'Alliance des États du Sahel a fermement condamné l'attaque perpétrée la nuit du 28 au 29 janvier contre la base aérienne 101 et l'aéroport international de Niamey au Niger. Le groupe État islamique a revendiqué l'assaut et diffusé une vidéo le présentant comme un assaut surprise et coordonné. 4 militaires ont été blessés et plusieurs avions militaires et civils endommagés. L'AES dénonce une tentative de déstabilisation orchestrée par des sponsors étrangers et réaffirme sa solidarité avec le Niger et son engagement contre le terrorisme. Au Soudan, un vol commercial a atterri Khartoum pour la deuxième fois depuis le début du conflit. En provenance de Port-Soudan, cette reprise très partielle du trafic aérien reste surtout symbolique dans un pays toujours confronté à une grave crise sécuritaire et humanitaire avec des conséquences régionales importantes en Afrique. Suivons ensemble. Un avion de la compagnie nationale Sudan Airways s'est posé dimanche à l'aéroport international de Khartoum. Il s'agit seulement du deuxième vol commercial à se poser dans la capitale soudanaise depuis le début de la guerre, en avril 2023, selon l'autorité de l'aviation civile. L'événement a été vécu avec émotion par les passagers et le personnel aéronautique. Je ressens à la fois de la joie et un immense bonheur. L'aéroport est de nouveau ouvert et avec lui, le pays et la capitale reprennent vie. Avec l'aide de Dieu, nous allons nous relever et tous les effets de la guerre disparaîtront. Le Premier ministre Kamel Idriss figurait parmi les passagers sans que le nombre total de personnes à bord ne soit précisé. Aujourd'hui, nous accueillons le premier avion de Sudan Airways depuis le début de la guerre. Et nous sommes très heureux et fiers de recevoir cet appareil. Nous souhaitons à cette compagnie beaucoup de succès et sommes très heureux de les voir arriver. La reprise reste toutefois fragile. Aucune information n'a été communiquée sur la fréquence des vols intérieurs à venir, ni sur une éventuelle reprise des liaisons internationales.
En République démocratique du Congo, le transport fluvial sur le lac Tanganyika est de nouveau autorisé après plus d'un mois et demi de suspension. Décidé à la suite de l'occupation d'Ouvira par des groupes armés. Une reprise essentielle pour les populations locales dont l'approvisionnement et les activités économiques dépendant fortement de ces liaisons dans une région clé d'Afrique centrale. Image à suivre. Les échanges commerciaux par voie fluviale ont repris sur le lac Tanganyika. Les liaisons entre Uvira et Kalemie sont de nouveau opérationnelles, tout comme celles avec les pays voisins, notamment le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Cette reprise est perçue comme une bouffée d'oxygène pour la population locale. Nous sommes heureux d'être encore ici à Uvira. Nous n'avons rencontré aucun obstacle ni difficulté majeure en dehors des souffrances endurées. Nous nous réjouissons de pouvoir reprendre nos activités dans le calme. Lors de la chute de la ville aux mains des rebelles du M23, de nombreuses familles avaient fui Uvira. Certaines s'étaient réfugiées au Burundi ou à Kalemie, souvent dans des conditions précaires. Aujourd'hui, avec la reprise du trafic fluvial et une relative amélioration de la situation sécuritaire, plusieurs déplacés commencent à regagner progressivement leur ville. Lorsque nous avons appris le retour des militaires congolais à Uvira, nous avons également décidé de rentrer. Nous exprimons notre gratitude au gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix, car partout où nous allions avec les enfants, nous vivions dans une grande précarité. La reprise du trafic profite également au monde du travail. Au port de Kalemie et d'Uvira, les activités du chargement et du déchargement des marchandises redémarrent lentement, permettant à de nombreux travailleurs portuaires de reprendre leurs emplois après plusieurs semaines de chômage forcé. Nous avons beaucoup souffert par manque de travail. Notre vie avait complètement changé, c'était un calvaire. Nous remercions Dieu pour la liberté que nous venons de retrouver. Les activités reprennent au port. Nous recommençons à décharger et à nous procurer de la nourriture ainsi que des médicaments. Pendant la suspension du transport fluvial, les échanges commerciaux ont été fortement perturbés. Plusieurs produits de première nécessité s'étant raréfiés, la hausse des prix compliquait le quotidien. En Europe de l'Est, une attaque de drones russes a visé un bus civil dans la région ukrainienne, faisant au moins 15 morts. Cette frappe intervient quelques heures après une attaque contre une maternité à Zaporizhia, alors que le président ukrainien annonce de prochains pourparlers de paix trilatéraux à Abu Dhabi dans un conflit aux répercussions mondiales. Suivons ensemble. Une attaque russe par drone contre un bus près de Pavlorad dans l'oblast de Dnipropetrovsk a tué au moins 15 employés d'une mine dimanche, a rapporté la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, DTEK. 7 autres personnes ont été blessées. Le drone a explosé près d'un bus de service qui ramenait des travailleurs chez eux depuis une mine gérée par l'entreprise. Le fournisseur d'énergie a déclaré que la Russie avait pris pour cible ses installations dans le cadre d'une attaque massive. Plus tôt dans la journée de dimanche, un autre missile russe a frappé une maternité à Zaporizhia. L'attaque a blessé 9 personnes, dont un garçon de 4 ans, et a provoqué un incendie au 2e étage. Ces incidents ont coïncidé avec l'annonce par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de la tenue de pourparlers de paix mardi et mercredi à Abu Dhabi. Au Moyen-Orient, l'Iran a classé des pays de l'Union européenne comme groupe terroriste en réaction à l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste terroriste de l'UE. Une décision qui accentue les tensions diplomatiques entre Téhéran et Bruxelles avec des implications sur l'équilibre géopolitique international. Suivez plutôt. Quelques jours après que l'Union européenne a accepté d'ajouter le corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran à la liste des organisations terroristes du bloc, l'Iran a déclaré en représailles les armées des pays de l'UE comme étant des groupes terroristes. Cette décision fait suite à la répression la plus sanglante menée par la République islamique contre les manifestations depuis sa création en 1979. Les armées des pays européens sont considérées comme des groupes terroristes et l'Union européenne est responsable des conséquences de cette décision. Cette annonce essentiellement symbolique intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, alors que le président américain Donald Trump envisage une éventuelle frappe militaire contre l'Iran.
Les forces de sécurité ont fait preuve d'une extrême brutalité à l'encontre des manifestants ces dernières semaines. En cherchant à frapper la garde qui a été le plus grand obstacle à la propagation du terrorisme en Europe, les Européens se sont en fait tiré une balle dans le pied et une fois de plus, par obéissance aveugle aux Américains, ont pris une décision contraire aux intérêts de leur propre peuple. La garde révolutionnaire, qui contrôle également l'arsenal de missiles balistiques de l'Iran et détient d'importants intérêts économiques dans le pays, ne rend de compte qu'au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans. En Amérique du Sud, l'Argentine fait face à de violents incendies de forêt. Le président Javier Milei a décrété l'état d'urgence et de catastrophe naturelle dans plusieurs provinces, notamment en Patagonie. Plus de 23 000 hectares ont été ravagés, mobilisant d'importants moyens de secours face à une crise environnementale majeure. Plus de détails dans cet élément. En Argentine, les incendies se poursuivent dans la région de la Patagonie. De vastes zones du parc national Los Alerces, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont actuellement en proie aux flammes. Les employés du parc national réclament davantage de soutien de la part du gouvernement. Ces incendies, parmi les plus graves ayant frappé l'Argentine depuis des décennies, ont déjà dévasté plus de 40 000 hectares de forêt dans la région nord de la Patagonie argentine. Des milliers d'habitants et de touristes ont dû être évacués d'urgence. Nosotros somos 390 hoy y cuando comenzó la gestión de Milei éramos 430. O sea, nos falta mucha gente y también hay muchas renuncias, como ejemplo de la actual, digamos que hay compañeros que renuncian porque por la plata no alcanza, digamos, el salario es muy bajo. Cette crise a ravivé la colère envers le président argentin Javier Milei et sa politique d'austérité menée ces 2 dernières années. Les pompiers ont vu leur salaire passer sous la barre des $500 par mois. En 2024, le budget du service argentin de gestion des feux a été réduit de plus de 80%. Cette année, il devrait baisser de 71%. Des restrictions qui interviennent alors que le changement climatique renforce le risque d'incendie de forêt. En Turquie, de fortes pluies ont provoqué 2 accidents mortels dans la province d'Antilla. Un bus interurbain a quitté la chaussée, causant 9 morts, tandis qu'un second accident a fait 7 victimes. Les autorités appellent à une vigilance accrue face aux conditions météorologiques difficiles. Suivons ensemble. Un bus interurbain transportant 34 passagers a quitté la route dans la province d'Antalya, dans le sud de la Turquie, ce dimanche. 9 personnes, dont le conducteur, ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lorsque le véhicule a quitté la route et dévalé un ravin. Le bus s'est renversé après avoir heurté une barrière avant de finir sa course en contrebas. Le gouverneur de la province a indiqué que 7 passagers se trouvaient dans un état critique, certains souffrant de blessures si graves que des amputations pourraient être nécessaires. De fortes pluies et du brouillard ont récemment frappé la région. 7 personnes ont trouvé la mort dans une autre collision frontale, cette fois-ci à Burdur, à 65 km au nord du premier accident. Aux États-Unis, la ville de Minneapolis reste sous tension après plusieurs semaines d'opération de la police de l'immigration. L'ICE, une juge, a temporairement rejeté la demande des autorités de Minnesota visant à suspendre ces interventions qui ont déclenché d'importantes manifestations et relancé le débat sur la politique migratoire américaine. Extrait à suivre. Des milliers de personnes de nouveau mobilisées dans les rues de Minneapolis. Elles se dirigent vers le mémorial d'Alex Pretty, installé où il a été abattu par des agents fédéraux de l'immigration. Je suis encore sous le choc et profondément découragé qu'une telle chose puisse se produire en 2026 aux États-Unis. C'est un revers pour l'humanité. L'émotion ne retombe pas après la mort de 2 manifestants américains, Alex Pretty, mais aussi René Good, plus tôt en janvier. Ces habitants continuent de dénoncer les coups de filet de la police de l'immigration et les mesures prises par Donald Trump. Autre rassemblement ce vendredi, un sit-in dans la chaîne de supermarchés Target. Les protestataires demandent à la direction de s'opposer publiquement à la police ICE et d'interdire aux agents d'entrer dans les magasins.
Ce samedi, coup dur pour les opposants à Donald Trump. Une juge a rejeté la demande des autorités démocrates du Minnesota de bloquer les opérations de la police de l'immigration. Une décision dont se réjouit le gouvernement républicain. Nous sommes reconnaissants lorsque les tribunaux disent que la bonne décision a été prise. Nous continuerons à nous concentrer sur l'expulsion de ce pays des criminels dangereux, des meurtriers, des violeurs et des trafiquants de drogue. Pendant ce temps-là, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Il avait parlé en début de semaine de désescalade avant d'affirmer vendredi qu'Alex Préti est... Toujours aux États-Unis, un Français, Julien Pereira, affirmant avoir été détenu pendant un mois par la police de l'immigration américaine après un contrôle. Il dénonce des conditions de détention difficiles et un manque de communication avec les autorités, un témoignage qui ravive les critiques sur le traitement des étrangers dans le cadre des politiques migratoires. Plus de détails dans cet élément. Je vais raconter un peu toute l'histoire. Je suis arrivé aux États-Unis en 2017 en tant qu'étudiant. J'étais à l'université et je jouais au tennis en même temps pour l'université. Du coup, j'ai eu mon bachelor, j'ai eu mon MBA, tout ça en 6 ans. Et puis, on a une année de travail légal. Donc, j'ai fait une année de travail légalement. Et après cette année-là, on m'a proposé un emploi avec un renouvellement de visa, un avocat. Du coup, j'ai dit oui. On a fait toutes les démarches, enfin de mon côté en tout cas j'ai fait toutes les démarches. Et un jour, le 3 mars 2025, mon employeur m'appelle, il me dit il y a un petit problème administratif avec ton visa, tu dois partir aujourd'hui. Et du coup, je lui réponds partir aujourd'hui, j'ai toute ma vie aux États-Unis ici. On va essayer de faire tout dans la légalité, quoi, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Partir pour la France, c'était pas une option, c'était trop tard de toute manière. Du coup, la dernière option, c'était de partir à Montréal, au Canada. Donc vous deviez remonter jusqu'au Canada, renouveler votre visa pour ensuite rentrer sur le territoire. Ouais, c'est ça, il fallait partir du territoire pour pouvoir le renouveler correctement et puis re-rentrer. Donc on essaie de prendre l'avion d'abord pour aller à Montréal. C'était pas possible parce qu'il faut un visa et il n'est pas faisable sur le même jour. Du coup, la deuxième option, c'était de conduire à Montréal avec ma voiture et d'y aller, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez été du coup arrêté à la frontière, à la frontière canado-américaine par cette police de l'immigration, justement. C'est ça. Donc en fait, j'essaie de passer du côté canadien. Et c'est là où les officiers canadiens me disent, écoutez, votre session de visa est un peu compliquée. On va pas prendre le risque de vous laisser passer, surtout avec la voiture. Donc ils me remettent du côté américain. Et j'essaye d'expliquer ma situation aux officiers américains qui, très clairement, n'en ont rien à faire. Rien à faire. Du coup, je leur dis juste, écoutez, messieurs, j'essaie de quitter le pays. Je veux juste prendre un vol et partir du pays. Je veux essayer de faire tout dans la légalité. Je veux pas rentrer illégalement dans le pays. Et ils me placent en détention provisoire pendant 3 jours. Donc là, c'était à la frontière, toujours canado-américaine. À la CBP, la Custom Border Patrol. Ouais. Donc, et ensuite, Et puis, nous terminons ce journal par une actualité à Copenhague où des vétérans danois ont manifesté silencieusement devant l'ambassade des États-Unis pour protester contre des propos de Donald Trump minimisant le rôle des alliés. À Milan, en Italie, des rassemblements similaires ont dénoncé la politique de l'administration américaine en signe d'une contestation qui dépasse désormais les frontières des États-Unis. Image à suivre. Samedi, des vétérans danois et leur entourage ont organisé une manifestation silencieuse devant l'ambassade des États-Unis à Copenhague. Ils ont condamné les propos de l'administration Trump. Elle a menacé à plusieurs reprises de prendre le contrôle du Groenland et a fait des remarques dédaigneuses à l'égard des efforts de combat du Danemark. Les vétérans ont défilé de la forteresse de Castellet à l'ambassade, plantant 52 drapeaux en hommage aux soldats danois tués en Afghanistan et en Irak. À Milan, des milliers de personnes se sont rassemblées, elles, pour s'opposer à la présence d'agents de la police de l'immigration américaine, ICE, pendant les Jeux olympiques d'hiver. Leur rôle serait de fournir un soutien logistique dans le cadre de la sécurité de l'événement. Des groupes syndicaux et des associations se sont joints au rassemblement. Les manifestants ont accusé Washington de promouvoir un fascisme rampant et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Ice only in Spritz », de la glace uniquement dans le Spritz. Le maire de Milan a déclaré que les agents n'étaient pas les bienvenus et le ministre italien de l'Intérieur devrait répondre à des questions au Parlement au sujet de ce déploiement. Et voilà qui me fait à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à demain.